Bonjour tout le monde. Le chapitre que nous allons aborder aujourd'hui concerne les transistors en régime statique. Ce chapitre-là est composé de deux parties. Une première partie sera consacrée aux transistors bipolaires et une deuxième partie sera consacrée aux transistors à effet de champ. Ce qu'il faut savoir pour aborder ce chapitre, ce sont les notions de base que nous avons déjà traitées au cours du premier chapitre, à savoir qu'une diode à jonction PN est constituée par la mise en contact de deux semi-conducteurs, l'un de type N, c'est-à-dire donneur d'électrons, et l'autre de type P, accepteur d'électrons. Pour les semi-conducteurs de type N, la structure est la suivante. Il y a les électrons comporteurs de charges majoritaires, les trous sont des minoritaires et des charges positives. Pour le type P, je rappelle que la structure des porteurs de charge est comme suit. Les trous sont majoritaires, les électrons minoritaires et des charges négatives. Un transistor, une diode, c'est la mise en contact de semi-conducteurs de type N et P. Un transistor bipolaire, c'est le résultat de la mise en contact de deux jonctions PN. Si on met en contact les jonctions du côté P, on va obtenir un transistor NPN. Si on le met en contact du côté de N, on va avoir un transistor PNP. Donc, un transistor bipolaire, comme on avait schématisé la diode à jonction, la mise en contact d'un semi-conducteur NP par un symbole, le symbole de la diode, le transistor NPN, il est aussi symbolisé par deux diodes qui sont en contact du côté de P. La diode, il a deux pôles, il a l'anode et la cathode. Par contre, le transistor, il a trois pôles. Il y a donc la première électrode, c'est l'émetteur, la deuxième, c'est le collecteur, et celle qui est en contact, en commun, c'est la base. Ce symbole-là, il sera représenté par un symbole électrique du transistor bipolaire type NPN. Il est composé donc de trois électrodes avec une flèche sur l'émetteur. Remarquez que la flèche est sortante. Ce symbole peut aussi être schématisé par la figure suivante. Il y a un N+, ça veut dire que l'émetteur est fortement dopé. Et là, un N fortement dopé par rapport au collecteur. Et la base, il est au milieu, c'est le P. Il est mince et faiblement dopé. Et les trois contacts métalliques, émetteur, base et collecteur. Si on met en contact les deux jonctions PN du côté de N, cette fois-ci, c'est-à-dire le transistor PNP, on va obtenir la même structure, les deux diodes, les deux jonctions, mais elles sont reliées du côté de N, elle est là du côté de N, donc ça nous donne la base. Là, c'est l'émetteur, là, c'est le collecteur, et la base au milieu. Ce symbole-là, on va le schématiser par le circuit électrique, le symbole électrique d'un transistor. Remarquez là la flèche, elle est entrante. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre un transistor de type NPN et PNP. Le NPN, la flèche, elle est sortante. Et le PNP, la flèche, elle est entrante. Ce circuit-là peut aussi être schématisé par la figure suivante. On retrouve là le P+. P+, ça veut dire que l'émetteur, elle est fortement dopé par rapport au collecteur. Et au milieu, toujours, c'est la base. Elle est mince et faiblement dopée. Ce transistor-là, je vous donne là une petite figure, une image. Cette image-là, c'est celle d'un transistor 2N2222. Il est constitué de trois électrodes, émetteur, base, collecteur. Ils ne sont pas symétriquement répartis sur le socle, ils sont toutes les trois d'un côté. À côté de la broche, on retrouve l'émetteur. Au milieu, c'est la base, et de l'autre côté, c'est le collecteur. Bien. Donc la première remarque, c'est à propos de la flèche. La flèche, elle est placée sur l'émetteur pour les deux transistors NPN et PNP, et il permet d'identifier le type du transistor. Est-ce que c'est un NPN ou bien un PNP?
ça dépend du sens de la flèche. Il permet aussi d'identifier l'émetteur du collecteur. La flèche elle est toujours placée sur l'émetteur. Lorsqu'on regarde le transistor d'une façon générale, il y a une symétrie qui apparaît, mais en principe, une grande dissymétrie est à noter. Et on note que le collecteur est plus volumineux que l'émetteur est plus dopé que le collecteur, et la base est faiblement dopée et très mince. Ces trois remarques-là, on va les exploiter dans la suite, on va les expliquer dans la suite, lorsqu'on va étudier l'effet transistor, et on va expliquer le mouvement des charges à l'intérieur d'un transistor. Là, si vous voulez voir une coupe transversale d'un transistor, vous remarquez bien que le collecteur il est très volumineux, la base elle est mince et l'émetteur il est fortement dopé. Si vous mesurez la largeur qui est là, elle est de l'ordre de 100 micros et la proportion de la base c'est à peu près 5 micros. Ça veut dire qu'elle représente 5% de la dimension du transistor. Donc il est très mince et il est faiblement dopé. Là, on place une couche d'oxyde de silicium pour éliminer les impuretés avant de déposer les contacts métalliques base, émetteur, collecteur. Régime de fonctionnement. Étant donné qu'on dispose de deux types de transistors, NPN et PNP, l'étude sera faite sur le NPN et les résultats et les conclusions qu'on va déterminer sont valables pour le PNP. Seuls les signes de grandeur qui changent. Tout ce qui est positif pour l'un est négatif pour l'autre. Donc on va commencer par l'effet transistor et le régime de fonctionnement normal. Comme pour la diode à jonction, il avait deux états de fonctionnement. Soit il est bloqué, soit il est passante. Là, pour le transistor, il possède trois états de fonctionnement. Soit il est en fonctionnement normal, soit il est bloqué, soit il est saturé. Ces trois états, on va essayer de les détailler et de les expliquer en détail. Comme le transistor bipolaire est constitué par deux jonctions PN, donc pour chaque fonctionnement du diode, pour chaque polarisation de la diode, de l'une des diodes, ça lui correspond à un état de fonctionnement du transistor. C'est-à-dire, si les deux jonctions sont toutes les deux polarisées en direct, ça va nous donner un état de fonctionnement spécifié. S'ils sont toutes les deux bloquées, ça va nous donner un autre état. Si l'une est bloquée, l'autre est saturée, ça va donner un autre état, donc il y a trois états de fonctionnement. Nous allons commencer par le régime de fonctionnement normal. Ce régime-là, ça correspond au cas où la jonction base-émetteur est polarisée en direct et la jonction collecteur-base est polarisée en inverse. C'est ce qu'on va expliquer dans la suite. Vous allez voir, ici, le transistor NPN, donc le P, ils sont en contact, c'est la base. On a relié la borne plus de la source d'alimentation de polarisation à la base. La borne moins est reliée directement à l'émetteur. De l'autre côté, la borne moins est reliée à la base et la borne plus est reliée au collecteur. C'est ce qui donne que VBE est positive et VBC est négative. Ça veut dire que la jonction base-collecteur est polarisée en inverse et la jonction base-émetteur est polarisée en direct. Vous allez dire, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a choisi? Pourquoi est-ce que le fonctionnement normal correspond à cette polarisation-là? Pour expliquer pourquoi, c'est ce que nous allons voir sur la deuxième figure. Donc là, j'ai repris le montage, mais avec la structure de chaque semi-conducteur. Là, le N, il est connu. Il y a les électrons qui sont majoritaires, ils sont en point noir. Il y a les charges positives. Puis, il y a quelques trous, ils sont minoritaires. J'ai mis uniquement 2 trous. De l'autre côté, il y a les trous qui sont majoritaires, souvent de petits trous. Il y a des charges négatives et il y a les électrons qui sont minoritaires. J'ai placé uniquement 2. À la mise en contact, je vais analyser uniquement la jonction J1, la première jonction. Les majoritaires de part et d'autre diffusent, se recombinent puis disparaissent. Il va me rester les charges positives d'un côté, du côté de N, et les charges
négative du côté de P, ce qui crée un champ E1 interne dirigé de plus vers moins. Comme les électrons se déplacent dans le sens inverse du champ électrique, les électrons majoritaires qui sont là, ils ne peuvent pas passer parce que le sens du champ E1 interne, il ne va pas les favoriser. Ça veut dire que le champ E1 interne défavorise le passage des porteurs majoritaires. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour faire passer les électrons émis par l'émetteur, pour les faire arriver au collecteur pour qu'ils soient collectés par le collecteur? Pour favoriser et faciliter le passage des électrons, nous allons créer un champ E1 externe qui a le sens inverse au champ E1 interne. Comme ça, le champ global appliqué sur la jonction J1 va diminuer. S'il diminue, la barrière de potentiel va diminuer et les électrons majoritaires qui sont là peuvent transiter. Quand ils passent, ils vont générer un courant de conduction. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse, c'est comment avoir une bonne conduction, comment faire passer un mouvement d'électrons qui est important. Pour avoir un champ E1 externe dirigé dans le sens inverse au champ E1 interne, il faut que la source de potentiel soit le sens inverse, c'est-à-dire la borne plus soit reliée à la base et la borne moins soit reliée à l'émetteur. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a polarisé la jonction base-émetteur en direct. C'est pour diminuer la barrière de potentiel au niveau du J1 et permettre aux électrons de passer vers la base. Une fois dans la base, une fois ils passent vers la base, ils vont trouver en face un champ E2 qui a le sens inverse aux électrons. Ça veut dire que le champ E2 va favoriser le passage des électrons vers le collecteur. Pour améliorer cette conduction, pour que ces électrons-là qui sont majoritaires dans le P soient aspirés et soient transités vers le collecteur, il faut appliquer un champ E2 externe qui a le même sens que le champ E2 interne. Comme ça, le champ global va augmenter. Et si le champ global augmente, ça veut dire que les électrons qui sont là transitent facilement vers C. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a polarisé en direct, en inverse, la jonction base-collecteur. Donc il faut avoir une source de tension qui est dirigée dans le sens inverse du champ externe. Donc la borne plus sera reliée au collecteur et la borne moins vers la base. Bien. Donc la jonction base-émetteur est polarisée en direct. Les électrons de N arrivent en P vers la base. Une fois en P, ils trouvent un champ orienté de sorte à les favoriser. Une fois vers le collecteur, et pour les aspirer totalement vers le collecteur, il faut polariser la jonction base-collecteur en inverse en créant un champ E2 externe qui a le même sens que le champ E2 interne. Ce qui nous intéresse, c'est le passage des électrons émis par l'émetteur. Je veux qu'ils soient collectés complètement par le collecteur. Donc, pour que le grand nombre d'électrons émis par l'émetteur arrive au collecteur, il faut que le taux de recombinaison au niveau de la base soit très faible. Cette condition est réalisée si les conditions de tout à l'heure sont vérifiées, c'est-à-dire que la base est faiblement dopée et très mince. Faiblement dopée parce qu'il y a des électrons majoritaires qui arrivent. S'il est faiblement dopé, donc il y aura moins de trous et par conséquent, il y aura une faible recombinaison. Et si, bien sûr, la base est très mince, une fois les électrons arrivent dans la base, ils vont trouver face à eux, et on ne va pas leur laisser le temps de se promener pour éviter la recombinaison. Ils vont trouver en face un champ E2 interne plus E2 externe qui va les aspirer pour les faire passer vers le collecteur. Bien sûr, pour qu'un grand nombre d'électrons émis par l'émetteur arrive au collecteur, il faut que l'émetteur soit fortement dopé. Comme ça, il va nous livrer un grand nombre d'électrons. Dans ces conditions, base faiblement dopée très mince et émetteur fortement dopé, la proportion des électrons qui se recombinent est généralement inférieure à 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 99% des électrons émis par l'émetteur arrivent au collecteur. L'effet transistor consiste donc à faire passer un courant important à travers une jonction J2 polarisée en inverse.
C'est ce qu'on appelle l'effet transistor. Donc, si 99% des électrons émis par l'émetteur arrivent au collecteur, et les électrons minoritaires qui étaient là en P, eux aussi, ils vont transiter vers le collecteur. Ça veut dire que le courant du collecteur est constitué par quoi? Il est constitué par presque le courant de l'émetteur, plus ce qu'on appelle le courant résiduel. Le courant résiduel, c'est le courant des minoritaires qui se trouve dans la base. La relation approchée, comme ce n'est pas exactement le courant de l'émetteur, c'est à peu près, pour être sûr d'avoir une relation exacte, IC est égal à alpha IE avec alpha est égal à 0,99. 0,99, ça veut dire qu'on suppose que 99 des électrons émis par l'émetteur arrivent au collecteur. D'autre part, la relation IE, elle est égale toujours à IB plus IC. Il y a IC qui rentre, IB qui rentre, IE qui sort, donc IE est égal à IB plus IC. Fonctionnement bloqué. Le fonctionnement bloqué du transistor, comme on avait dit qu'il y a 3 états de fonctionnement, soit le fonctionnement normal dans lequel la jonction base-émetteur est polarisée en direct et la jonction collecteur-base est polarisée en inverse. Il y a le fonctionnement bloqué, ça veut dire que les deux jonctions sont toutes les deux bloquées. Si la jonction base-émetteur est bloquée, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas d'émetteur, l'émetteur il ne va pas émettre les électrons, il ne peut pas passer parce que le champ E1 a été augmenté par E1 interne a été augmenté par E1 externe et le champ global augmente et par conséquent la barrière de potentiel augmente et les majoritaires ne peuvent pas passer, par conséquent le courant il est nul. Et le schéma le plus simple pour représenter une jonction bloquée, c'est un interrupteur ouvert, c'est pour cela un transistor peut être décrit par des circuits ouverts. Le fonctionnement saturé, dans ce cas-là, les deux jonctions base-émetteur et collecteur-base sont toutes les deux polarisées en direct. Et une jonction polarisée, le schéma le plus simple des jonctions polarisées en direct, c'est un coup de circuit. Donc le transistor est représenté par des coups de circuit. Montage émetteur commun. Donc pour décrire correctement le fonctionnement du transistor, nous allons le supposer comme étant un quadripôle, comme il a 3 électrodes base, collecteur et émetteur. Donc on va supposer une électrode en commun. Donc on va supposer que l'émetteur est en commun. Si on suppose, on peut d'ailleurs supposer la base en commun, comme on peut supposer que le collecteur est en commun. Là on choisit l'émetteur montage émetteur commun, ça veut dire que c'est l'émetteur qui est en commun. Si l'émetteur est en commun, donc l'entrée elle est sur la base et la sortie elle est sur le collecteur. Un quadripôle, par quoi il est défini? Il est défini par 4 grandeurs. 2 grandeurs d'entrée, VBE, IB, et 2 grandeurs de sortie, VCE, IC. À partir de ces 2 grandeurs, VBE, IB, VCE, IC, on va essayer de décrire le fonctionnement du transistor. D'après l'équation IC est égal à alpha IE plus ICB0, en remplaçant IE par son expression, c'est IC plus IB, on obtient IC est égal à alpha IC plus IB plus ICB0. On va mettre en facteur, on passe de l'autre côté, on met en facteur, c'est IC est égal facteur de 1 moins alpha. Ça nous donne IC est égal à alpha sur 1 moins alpha IB plus ICB0 sur 1 moins alpha. Si on pose bêta est égal à alpha sur 1 moins alpha, on obtient IC est égal bêta IB plus bêta plus 1 ICB0. Avec bêta plus 1 ICB0, je peux la noter, c'est ICE0. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que IC en fonction de IB, IC c'est une constante bêta fois IB plus une autre constante ICE0. Donc c'est l'équation d'une droite. Donc lorsqu'on va représenter IC en fonction de IB, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, il passe par ICE0. Remarque, alpha et bêta diffèrent d'un transistor à l'autre et présentent une grande dispersion. C'est tout à fait normal. Alpha, c'était 90, ça représente la proportion de 99% des électrons qui arrivent au collecteur. Donc alpha est égal à 0,99 avec ce que nous avons posé là. Bêta est égal
alpha sur 1 moins alpha. Si alpha est égal à 0,99, bêta est égal à 99. Donc il y a une grande dispersion. Et chaque transistor, chaque famille de transistors possède son alpha et son bêta. Il y a toujours la dispersion pour chaque famille. Nous allons maintenant étudier le réseau de caractéristiques, c'est-à-dire nous allons essayer de déterminer les caractéristiques d'entrée qui concernent le circuit d'entrée, la grandeur d'entrée, IB-VBE, de sortie qui concernent IC et VCE, de transfert IC en fonction de IB et de transfert inverse VBE en fonction de VCE. Il y a 4 grandeurs, on aura 4 caractéristiques à déduire. Lorsqu'on avait étudié la diode à jonction, il y avait 2 grandeurs I qui passent dans la diode en fonction de V au bord de la diode. Il y avait une seule caractéristique qui prenait l'allure exponentielle. Là, on va essayer de déterminer les 4 caractéristiques. D'ailleurs, ce circuit-là, c'est exactement le même circuit qui sera exploité en TP. Là, vous pouvez réaliser le montage. On aura besoin de 2 ampères-mètres pour mesurer le courant IB et IC, 2 voltmètres pour mesurer la tension VCE et VBE, 2 générateurs de tension continue VBB et VCC, et 2 résistances RB, RC. RB est une résistance qui est très grande, de l'ordre de 100 kg, et VBB c'est un générateur qui varie entre 0 et 30 volts. La même chose, RC c'est une résistance de protection. Il peut prendre la valeur 1 kg pour ne pas craindre, pour éviter la destruction, donc ça les protège mieux. Sinon, on peut prendre RC est égal à 100 kg, mais à condition de ne pas dépasser une tension de 15 volts par VCC. Donc on choisit généralement RC pour mieux protéger le transistor. Donc la première étape, je vais essayer de déterminer la caractéristique IC en fonction de VCE pour différentes valeurs de IB. Je mets VBB sur 0 volts et je m'assure que le courant IB est égal à 0 ampère. Je ne touche plus au circuit d'entrée, je vais à la sortie. Je fais varier VCC de 0 jusqu'à 15 volts. Pour chaque valeur de VCC, je vais relever IC sur un tableau IC VCE correspondante. Deuxièmement, la deuxième étape, je règle VBB de façon à ce que IB soit égal à 10 microampères. Je ne touche plus à l'entrée, je vais à la sortie. Je fais varier VCC de 0 jusqu'à 15 et je relève sur un tableau les IC et VCE correspondantes. Je refais l'expérience jusqu'à IB est égal à 50 micros. Pour chaque valeur de IB, on obtient une courbe et elles sont là les courbes que j'ai obtenues. Ces courbes-là se composent de 3 parties. Il y a une première partie qui est là, une deuxième partie qui est là et une troisième partie. Pour VCE faible, c'est-à-dire je suis en train de parler de la première partie, la partie qui est là. Si VCE est faible, IC, vous remarquez, ce sont des portions de droite. Les droites là, les portions des courbes sont des droites. IC est fonction linéaire en fonction de VCE. Et puisqu'ils sont fonctions linéaires, ça veut dire que IC, mais d'ailleurs il passe par l'origine, donc IC, il va s'écrire sous la forme IC égale alpha VCE, alpha une constante. Et si je veux retourner VCE en fonction de IC, VCE elle est égale 1 sur alpha IC, d'après la loi d'Ohm, 1 sur alpha ça représente une résistance. Ça veut dire que le transistor dans cette zone se comporte comme une résistance. Et cette région-là, la première région, ça s'appelle une région ohmique. Pour VCE, entre VCE SAT et VCE max, les courbes sont presque horizontales. S'ils sont presque horizontales, ça veut dire que le courant IC est constant. Si on fait la projection de chaque courbe sur le courant IC, on obtient des constantes. Si on projette les courbes, on obtient des valeurs presque fixes de IC. Chaque projection elle va me donner une valeur constante. Sur la même courbe, le courant IC est constant. Si le courant est constant sur chaque courbe IC, qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que le courant est constant. Donc le transistor, qu'est-ce qui fait varier le courant? Qu'est-ce qui fait passer le courant IC d'une valeur à l'autre? C'est le courant IB. Quand je change IB, le courant IC saute d'une valeur à une autre. Comment se comporte donc le transistor sur la zone 2? Il se comporte comme un générateur de courant commandé par IB. C'est IB qui le fait passer d'une valeur à l'autre. Sur la troisième zone, zone 3, il y a le constructeur d'ailleurs donne la valeur de VCE à ne pas dépasser. Il est gravé sur le composant. Si on dépasse la valeur VCE, on observe une augmentation rapide. On observe une augmentation rapide de IC. Si on continue à augmenter VCE, on va observer une fumée qui monte. Ça veut dire qu'on a détruit le composant. Pourquoi? Parce que déjà IC il commence à augmenter rapidement. Et le constructeur, il donne la valeur de VCE à ne dépasser. Et je vous conseille de ne pas dépasser la valeur VCE max. Cette zone-là, ça s'appelle la zone de destruction. Caractéristique d'entrée IB en fonction de VBE. C'est pour différentes valeurs de VCE. Le fonctionnement normal. En fonctionnement normal, la caractéristique d'entrée est celle d'une jonction base émetteur polarisée en direct. C'est la caractéristique d'une diode normale qu'on a déjà étudiée et qui a l'allure exponentielle. Pour différentes valeurs de VCE, je peux trouver une courbe exponentielle et je peux facilement calculer la résistance d'entrée. C'est delta VBE sur delta IB. En choisissant deux points quelconques sur la courbe, je peux calculer tangente alpha. En l'inversant, ça va me donner la résistance. Pour la caractéristique de transfert direct, IC est égal à F de IB. Déjà, on l'a démontré théoriquement, IC est égal à bêta IB plus bêta plus 1 ICB0. En la traçant, on va trouver que c'est une droite, et cette droite, il ne passe pas par l'origine, il passe par ICE0 qui est égal à bêta plus 1 ICB0. À partir de cette courbe-là, je peux calculer tangente alpha, c'est delta IC sur delta IB, ça va me donner le gain, ce qu'on appelle le gain en courant, c'est la variation du courant de sortie sur le courant d'entrée. Caractéristique de transfert inverse, VBE, est égal à F de VCE pour différentes valeurs de IB. La courbe est sensiblement horizontale en raison de la faible influence de VCE sur VBE et on peut conclure qu'il y a une faible influence du circuit de sortie sur celui d'entrée. On va s'arrêter là et la deuxième partie, nous allons aborder la polarisation au point de repos. Merci.